Oui. Bonsoir, Monsieur Kourogoné. Si vous êtes disponible, vous pouvez y aller maintenant. Oui, bonsoir mes chers frères. Bonsoir, ouais. Oui, comme à mon habitude, permettez-moi de vous saluer, de saluer ce que vous faites, hein. Docteur Wali, ma soeur Georgia, ma soeur Tata Modoupé, notre aîné, le sénateur et les autres, qu'ils m'excusent de ne pas pouvoir citer tout le monde. Je salue cet engagement citoyen qui n'a pas de prix, qui n'a pas de prix. Je tiens à rappeler que ceux qui le font, ce n'est pas pour la plupart des gens oisifs. C'est des gens qui, pour l'amour de leur pays, sacrifient leur temps à être en train d'éveiller les consciences. Notre pays, comme je l'ai écrit ce matin, est devenu un gâteau. Un certain Abdoulaye Biochane, après avoir été ministre du Plan 10 ans, de retour de la Banque ouest-africaine de développement, et à l'âge de la retraite, hein, après avoir fait ses preuves au ministère des Finances, d'abord sous le général Kélékou, et avant ça à la Banque centrale, vient encore, une fois de plus, d'être repositionné comme président d'une institution dans notre pays, pendant que la majorité de la génération à laquelle j'appartiens vit et croupit sous la misère, sous la précarité, sous la pauvreté. Et puis, ce qui me cœur, ce n'est pas qu'un homme d'un certain âge refuse de disparaître au profit de la jeune génération. Hein. Ce qui me cœur, c'est qu'il se trouve des jeunes à jeun, affamés, qui, soit par peur, soit par ignorance, ou soit par cupidité, applaudissent ces genres de choses. On en était là quand notre tout-puissant pasteur sort de son sommeil et coïncidence, comme l'a dit ma soeur Tata Modoupe, pour coïncidence, ça aussi je l'ai écrit tout à l'heure, se retrouve à accepter officiellement désormais a accepté de s'encoquiner avec l'imposture le même jour qu'un jeune béninois. Pour ceux qui ont suivi un peu le procès, on a entendu notre compatriote à qui je rends un vibrant hommage, l'ancien directeur général de la police, donner un nom au cours du procès, comme quoi c'est lui l'assassin de M. Dany Vopé à son âme. Et on n'a à aucun moment entendu l'enquête s'élargir vers cet horizon et subitement on donne 30 ans. Alors, enfin, moi je l'ai connu en prison. C'était lui d'ailleurs qui nous coiffait en prison parce qu'il a appris un temps à coiffer. Et j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions sur ce dossier. Et si c'est vrai qu'il était en garde à vue dans la période pour vol de moto, je me demande s'il a le pouvoir de se dédoubler pour aller commettre un crime. Donc bref, moi je ne suis pas juge, je ne rentre pas dans le fond du dossier, mais nous constatons par ailleurs que notre pasteur national a accepté d'aller s'encoquiner à l'imposture. Vous savez, il est souvent un peu difficile de voir les choses, d'être en avance sur son temps. Parce que je me rappelle, lorsque j'allais à la création du Mouvement Populaire de Libération à Savès en décembre 2019, le président Yahi faisait tout pour empêcher que je crée le parti. La nuit, jusqu'à 4 heures du matin, il appelait même des notables dans Savès, un des rois de Savès, pour lui dire de ne pas s'associer à ça, parce que si moi je crée mon parti, ça va tuer son FCBE. Bon, après avoir passé 10 ans à la tête de notre pays, je ne savais plus c'était quoi ses réelles motivations. Mais sur le coup, autant j'ai dénoncé Patrice Talon ce jour-là, autant je l'ai dénoncé. Une armée a été constituée sur les réseaux sociaux pour tout faire pour me décrédibiliser aux yeux de l'opinion. Et cette armée n'était constituée que de gens comme moi. Des gens qui ont même peut-être plus de problèmes que moi. Parce que nous avons une société où, contrairement à d'autres, quand on voit
quand ils voient un des leurs être en train de monter, la première question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour monter aussi? Si lui l'a pu, c'est que je pourrais. Mais nous sommes dans une société, on a une société au Bénin, où la plupart ne raisonnent pas comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de monter, de sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour le ramener pour qu'ensemble on soit en bas? Ensemble on soit par terre. C'est le type de société. Et c'est le type d'éducation, de culture qui malheureusement prend le dessus sur la positivité, sur l'envie d'aller de l'avant, sur l'envie de voir notre pays rayonner en réalité. On se contente de ce qu'on observe là. On se détruit. On applaudit ceux qui sont nos bourreaux communs. Et on pense qu'on est en train de faire de la sorcellerie. Bon, bref, ça nous amène où? Ça nous amène dans le décor. Et tous, nous serons victimes. Depuis longtemps, je sais que si nos différents panels, on dénonce le type de société que le régime de Patrice Talon a voulu, est en train d'implémenter dans notre pays. Une société où d'un côté, il y a une minorité riche et très riche, et la grande majorité pauvre. Une société où un Béninois moyen ne peut plus se permettre de vivre décemment à Cotonou. C'est le type de société qu'on est en train de nous installer. Et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'armée, la justice pour intimider, pour briser, pour torturer, et ça fait peur. On utilise l'armée pour tirer à balles réelles sur les populations, et tout ça, ça crée la peur et la terreur. Ça crée la psychose dans le subconscient collectif. Eux le font pourquoi? C'est pour empêcher qu'à l'instar des peuples dignes et qui ne sont pas des peuples de lâches, que ce peuple se réveille un jour et dise non, le pouvoir appartient au peuple, nous avons notre mot à dire. Aujourd'hui, nous sommes dans un système politique où le peuple n'a plus aucune valeur. On prend en otage toutes les institutions de la République et on enlève les prérogatives au peuple qu'on vient mettre dans des institutions de gens qui n'ont pas été élus. Aujourd'hui au Bénin, on n'a pas un parlement élu. Aujourd'hui au Bénin, on n'a pas un chef de l'exécutif élu. Aujourd'hui au Bénin, on n'a pas un parlement, un second parlement monté de toutes pièces pour se repositionner, qu'on appelle le Sénat désormais d'élus. Aujourd'hui au Bénin, personne n'est élu. Aujourd'hui au Bénin, même au niveau des collectivités locales, j'entends des gens le dire, on n'a pas de maire élu. C'est des maires nommés par des partis politiques. Aujourd'hui au Bénin, le système politique ne permet même plus la transparence dans l'inclusivité et la transparence dans le processus électoral. Aujourd'hui au Bénin, le Bénin est devenu la propriété privée d'un groupuscule d'individus, d'aucuns concepteurs de la théorie. Les autres, on les contraint d'une manière ou d'une autre, comme ce fut le cas avec le président Yahi, qui à l'origine devait pouvoir nous laisser, nous les jeunes, prendre nos responsabilités. Le président Yahi a joué un rôle plus diabolique que celui de Patrice Talon, parce que, en réalité, il n'a fait qu'endormir le peuple. À un moment donné, lorsque nous, on tirait sur la sonnette d'alarme, le peuple ne nous écoutait plus parce qu'il pensait Yahi Boni plus légitime que nous autres pour porter sa voix. Parce qu'il pensait que ce monsieur avait un plan pour le sortir de la situation dans laquelle lui-même les a mis. Parce qu'on n'en serait pas là si Boni Yahi avait été un véritable homme d'État. Parce que lorsque on va évaluer votre gouvernance, il faut qu'on voit qui vous a succédé. Il faut qu'on voit qui vous a succédé et dans quelles conditions. Si vous avez fait 10 ans à la tête du pays, à faire du tâtonnement et de la gestion au quotidien de nos problèmes, comme si c'était une épicerie, et que vous avez ramené au sommet de l'État une affaire qui ne nous concerne pas, quelqu'un l'a dit, j'avais l'habitude de le dire, aucun d'entre nous, de façon concrète, ne peut dire ce qui oppose Boni Yahi à Patrice Talon. Aucun d'entre nous ne peut dire quel est le deal qu'ils avaient réuni, ils étaient des amis. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Mais on ramène au sommet de l'État une telle histoire. S'en suivent les histoires d'empoisonnement, de tentatives de coup d'État.
des fuites via des malariés. Après, on revient, on transmet le pouvoir à cet individu-là qui le prend. Chez nous, généralement, on dit que lorsque quelqu'un ne connaît pas la valeur de votre fille, la valeur du mariage, et que vous lui donnez votre fille en mariage, qu'il a fait souffrir, ce n'est pas lui le fautif, c'est vous qui lui avez donné votre fille en mariage. Donc, les Béninois aussi, vous voyez aussi la qualité de l'électeur qu'on avait en 2016. En 2016, on a trouvé un trio gagnant de ceux qui n'ont que des milliards. De ceux qui n'ont que des milliards, des gens qui n'avaient pas des milliards, mais qui avaient peut-être des idées, se sont retrouvés en minorité. D'autres, encore plus cupides que d'autres, se sont repositionnés rapidement dans une affaire de rupture, et puis on les voit agir. Mais c'est pour quelle destination? C'est la question qu'un homme réfléchi devrait se poser. La seule destination possible, c'est aller directement dans le gouffre, vers la banqueroute. Tout à l'heure, je m'amusais à faire un peu de calcul. On a 109 députés. On a 109 députés. Il y a des pays dans la sous-région où le député n'est pas à plus d'1 million. Chez nous, ils sont à 5 millions. Les 109 députés que nous avons, si on leur donnait peut-être 1 million chacun, 1 million chacun, et que les 4 millions là, on les mettait de côté pour améliorer notre système éducatif, améliorer notre système de santé, créer des fonds pour que les jeunes puissent avoir accès sans garantie pour aller vers la création de micro-entreprises. Je faisais tout à l'heure le calcul. Le minimum qu'on peut récolter de ça, c'est à peu près 7 milliards par an. Avec 7 milliards par an pour un pays qui n'a pas de richesse dans son sous-sol, avec 7 milliards par an pour un pays qui n'a que le coton comme seul produit d'exportation, même si on prenait ces 7 milliards qu'on réinjectait dans nos filières agricoles, en créant des pôles agricoles par département, on va absorber beaucoup de jeunes. Parce que les jeunes ne veulent pas aller chez nous vers la terre, parce que c'est l'activité qu'on mène quand on veut être indéfiniment pauvre. Lorsque le jeune verra l'agriculture comme une activité attrayante, ça va l'attirer, il va y aller. Mais il faut pouvoir réussir à brandir des modèles de réussite dans ce secteur-là. Mais on ne fait pas ça. Ce qu'on gonfle dans notre pays, c'est les salaires politiques. Si la chambre basse est à 5 millions par mois, imaginez la chambre haute qui réunit des anciens vautours de la République. Combien est-ce qu'on va leur payer? Nous avions crié ici, de jour comme de nuit, pour savoir combien les ministres gagnent, on n'en sait rien. Combien le président de la République gagne, on n'en sait rien. Les membres des institutions de la République, on n'en sait rien. Le seul baromètre que nous a sorti, c'est celui du directeur de cabinet qui est à peu près à 2 millions et quelques. C'est celui du secrétaire général du ministère qui est à peu près à 2 millions et quelques. C'est le seul baromètre qui nous a sorti. Donc, s'il est à ce niveau, ils sont à ce niveau. Pendant ce temps, l'instituteur gagne combien? Le SMIC gagne combien? Le personnel de santé gagne combien? Maintenant, pour les étouffer, on empêche la grève, on criminalise la grève, on criminalise la manifestation, on criminalise les dénonciations. Et puis, on crée une cour inamovible qu'on met là et qui sert d'épée de Damoclès pour continuer par maintenir la pression sur le peuple. Mais ça va durer jusqu'à quand? C'est la question qu'on devrait manifestement se poser. Ça va durer jusqu'à quand? Le calme éphémère, le calme précaire dans lequel nous sommes ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on a installé un monsieur à la tête de notre pays. Il ne connaissait pas nos réalités. Il est resté dans sa bulle pendant 10 ans. Il a aidé son patron à copieusement s'enrichir. Il s'est aidé lui-même à s'enrichir. On lui confie un pays dont il ne connaît pas les réalités. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois, on lui remet... on ne lui a pas remis la clé. Hein. La clé est toujours entre les mains de son maître. Une fois qu'on lui donne l'illusion d'être le président, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène à travers l'Afrique. Il se promène, c'est lui qui est dans tous les rendez-vous, partout il pense qu'il peut aller, pour s'éloigner de nos problèmes. Parce que les véritables problèmes des Béninois sont là, on les connaît. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il n'a pas l'autorisation d'aborder ce sujet. Il faut décrisper l'atmosphère et permettre à ceux qui sont hors du pays, alors qu'ils n'ont rien fait, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont des opinions contraires, de rentrer. Donc, lui ne peut pas aborder ces sujets. Il ne peut pas aborder les sujets
qui touchent le Béninois. Alors que on veut donner l'illusion que c'est les Béninois qui l'ont élu. Pendant ce temps, je reviens encore à la même phrase, on trouve des jeunes pour applaudir ça, on trouve des jeunes parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, pour certains, qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose. La notion du bien public chez nous n'est pas développée. Même quand on vous nomme à un poste de responsabilité au Bénin, ce qui préoccupe l'individu et sa famille, c'est ce que le président a pu réaliser quand il était au poste. Ah, il faut que tu fasses pareil aussi, hein, ou plus. Alors que le bien commun, si le Bénin se porte bien, on se portera tous bien. Et lorsque vous prenez ça, c'est vous qui êtes combattu parce que ce n'est pas ce qui est ordinaire. Et tout le monde marche à la tête, vous tentez de marcher, même si c'est sur les genoux ou au meilleur des cas avec vos pieds, vous devenez l'ennemi public numéro 1 parce que personne ne croit plus au Bénin. C'est un gâteau, il faut se le partager. Les petits corrompus ont été massacrés au profit de gros corrompus, de gros corrupteurs. La corruption, pour eux, dans leur tête, c'est que c'est quand c'est répandu que c'est su. Quand ce n'est pas répandu, on n'en sait rien. Donc, quand c'est seulement entre la main de quelques privilégiés, on n'en sait rien. Ils se sont enrichis, ils continuent de s'enrichir. L'économie est prise en otage. Le seul produit à l'exportation, le plus grand produit à l'exportation, le coton, les principaux acteurs vivent dans la précarité. On a pris le vivier de l'économie, c'est-à-dire, on a fait quoi en fait? On a le poumon de l'économie, c'est le cœur de l'économie, c'était le coton. On l'avait déjà en otage depuis longtemps. Après, le poumon de l'économie, qui est le port, on l'a pris avec tout ce qui va avec. La manutention, la douane, tout est entre les mains. Bénin Contrôle fait les recettes. Les douaniers formés pour ça ne sont que des collaborateurs, des employés du Bénin Contrôle. Et puis le Bénin, les Béninois, pas peur, pour la grande majorité, se taire et attendent que Dieu descende pour venir nous sortir de cette situation-là. C'est pour cela que moi, je ne me fatiguerai jamais. Je sais que moi, je suis un sacrifié. Ça, je l'avais dit à mes feux parents. Lorsque j'allais en prison en 2018, je suis un sacrifié. Je ne conçois pas de m'associer à l'injustice. Parce que le chemin le plus facile à emprunter, c'est celui d'applaudir la forfaiture et de se trouver sa place. Personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais voulu en m'associant à la forfaiture qu'on ne m'aurait pas donné. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on ne m'aurait pas donné si ce qui me préoccupait, c'est mon bien-être personnel ou matériel. Donc, je nous invite à continuer. Je nous invite à être véritablement focus sur nos objectifs. Je vous promets qu'on va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Parce que dans ce même pays, nos aînés se sont battus pour qu'on ait la conférence des forces vives de la nation, qui est certes venue avec cet art et ses insuffisances, mais qui nous a tout au moins offert ce qu'on n'avait pas à l'époque, la liberté. Aujourd'hui, cette liberté est confisquée. En plus de confisquer la liberté, qu'est-ce qu'on a fait de plus? On affame le peuple, on jette des miettes à certains, aux petits griots, et eux, ils tambourinent sur les réseaux sociaux parce qu'à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il y en a, donc ils tambourinent. Et puis, bon, on fait dans la manipulation pour espérer que ça aille et que on s'en sorte comment. Donc, moi, je nous invite à continuer de pédaler parce que, comme l'a dit Thomas Sankara, on est sur une pente raide, on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer parce que laisser les choses se faire en l'état, qu'est-ce que nos enfants nous diront demain? Papa, tu as vécu inutilement parce que tu n'as pas pu lutter pour que moi, je puisse avoir une égalité de chance avec les enfants de l'autre. L'autre qui peut-être a accepté la compromission, ce qui n'est pas moi mon cas. Je n'ai pas été élevé. J'ai été élevé par deux pères. Et le frère aîné de mon père qui m'a inculqué un certain nombre de valeurs. Mon père qui m'a inculqué l'humilité. Donc, mes chers frères, mes chers camarades de lutte, c'est ce que nous sommes devenus désormais. Il ne faudrait pas que le fait que certains aînés soient dans la perdition
nous amène à penser que le combat est perdu. Non, notre combat n'est pas perdu. Notre cause est juste. Notre cause est juste. Et j'ai foi en l'avenir. J'ai foi en ce que nous avons la capacité de faire face à cette imposture, à cette forfaiture, et de dire non. Non à quoi? On n'a pas de querelle personnelle avec qui que ce soit. On n'a pas de querelle personnelle avec qui que ce soit. Quand on prend par exemple une dame dont la qualité est reconnue au-delà de nos frontières, Ricky Amadougou, qu'on jette en prison comme une vulgaire bandite et qu'on accuse de terrorisme, pendant que les vrais terreaux sont en train de décimer nos parents dans le Nord. On n'a jamais brandi un seul pour dire voilà, on l'a arrêté. On n'a jamais vu ça. Moi, je pensais qu'à la création de ces cours, c'était ça son rôle. Mais non, c'est de fabriquer de faux blanchisseurs d'argent, alors que les vrais blanchisseurs d'argent sont au pouvoir. Voler avec la main gauche et ramener ça avec la main droite, c'est eux qui sont au pouvoir. Et puis, vous voulez qu'on se taise, qu'on accepte ça, parce que vous avez la justice, la police, parce que vous voulez vous bousculer, vous nous bousculez dans notre zone de confort, parce que vous faites tout possible pour que nous soyons on soit obligé de quitter notre pays parce qu'on n'est plus en sécurité. Donc, vous pensez que ça peut intimider tout le monde? Non, ça n'intimidera pas tout le monde. Donc, mes chers frères, continuons de lutter. Et je suis convaincu qu'on s'en sortira et le bout du tunnel n'est plus trop loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sabi Sira Korogoné, d'être passé par ici pour votre contribution. On a pu profiter de votre présence pour aborder à chaud le débat de Yahi Boni qui a décidé finalement de rejoindre le Sénat. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à tous les amis qui continuent de tapoter, partager. C'est à moi de vous remercier. Je vais vous laisser continuer. Je suis toujours là, je vous écoute tous les jours et avec un grand plaisir. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, on continue de partager, de tapoter pour stabiliser le live. Ok, monsieur le sénateur, vous pouvez y aller maintenant. Bonjour à tout le monde. Je vous salue. Monsieur Jossou, j'étais un peu pressé. Sénateur, désolé, bonjour. Je salue Monsieur Zohar. Bon, j'ai juste... SSK est déjà parti. Bon, SSK est parti. Il nous évite d'avoir un mandat d'arrêt international sur notre dos en restant sur le live. Effectivement. Monsieur Zohar. Je devrais descendre aussi peut-être. Oui, excusez-moi, monsieur Rodriguez. J'espère que vous allez bien. Non, je voulais... Bon, je vous salue à vous tous. Je suis un peu pressé. Ok, bon, allez. Je vais y aller parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Bon, moi, je crois que ce sujet-là est très important et en fait, j'ai écouté beaucoup de déclarations de part et d'autre et je vais commencer en disant que, vous savez, pour que nous puissions bien vivre aujourd'hui, nous avons besoin de connaître d'où nous venons, nous avons besoin de connaître notre histoire. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire qu'il fallait qu'on sache d'où on venait et que pour dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et l'exemple qu'il a pris, c'était vraiment le contre-pied de ce à quoi je pensais. Moi, je dirais, vous savez, les Arabes disent que si vous avez peur de la défaite et que de la peur, ayant peur d'échouer, vous refusez de vous battre, vous allez connaître une défaite, déshonneur et humiliation sans livrer la moindre bataille. Donc, les systèmes de mise de fait accompli, qui est la mode de gestion du régime de la rupture, où on met tout le monde devant les faits accomplis, et puis après, il y a des modérateurs qui viennent de partout pour venir vous dire, non, c'est pas grave, au nom de la paix, il faut laisser faire ça, et tout ça là. Ça rappelle un peu le comportement d'Adolf Hitler qu'il avait entre 1900, avant même qu'il ne prenne le pouvoir en 1933, et qu'il se met toujours des dégâts, il se met toujours des casses, il créait toujours des problèmes, en espérant que le vis-à-vis va reculer, en espérant que ceux qui sont en face de lui n'auront pas le courage d'aller jusqu'au bout.
Et on se rappelle de la parenthèse de Munich où Chamberlain allait rencontrer Hitler et revenir pour dire, bon voilà, lui il a fait des compromis et que bon voilà, au nom de la paix, et que nous aurons la paix pour nos temps, les temps actuels. Et que son successeur après, Winston Churchill dit, on lui a offert de choisir entre le déshonneur et la guerre. Et il a choisi le déshonneur, mais il aura la guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui ont pensé, ceux qui pensent encore que à chaque fois on doit se lever et remettre en cause ce que tout le monde a décidé, ce dont tout le monde a décidé depuis la conférence nationale des forces vives de la nation dont on parle avec aussi des incohérences et des carences, mais c'est toute une population, tout un peuple qui a quand même pris une décision, même s'il y a des failles. Mais aujourd'hui, c'est une seule personne qui s'enferme et puis remet tout en cause. Il remet en cause aussi bien ce que tout le monde a, ce dont tout le monde a décidé. Il remet en cause. Il remet en cause le droit des autres à vivre, à respirer l'oxygène. Il remet en cause le droit de possession. Il remet en cause le droit de s'exprimer. Tout est remis en cause. Le droit de se soigner. Il y a des personnes à qui on refuse le soin et qui meurent. Et ça ne dérange personne. Alors, certains viennent nous expliquer que, bon, voilà, il faut faire l'expérience. Mais je vais attirer leur attention sur le fait que pendant que nous sommes là, nous ne faisons que des expériences depuis 1960. De 1960 à 2026, aujourd'hui, nous sommes après 66 ans. Les Africains sont toujours en train de faire des expériences. J'attire leur attention que les pays asiatiques, ils ont mis à peine 3 décennies pour aujourd'hui ils prennent le lead devant les Occidentaux. 60%, plus de 60% aujourd'hui de l'économie du monde se trouve en Asie. Quand nous savons qu'en 1945, les Américains produisaient 52% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, ils ne sont qu'à 16%. Pendant ce temps, l'Afrique, nous sommes autour de 3%. Nous représentons 3% du commerce, moins de 3% du commerce mondial. Et nous allons être là, dans la précarité, à vivoter, à ne faire que des expériences. Nous sommes un peuple de fatalistes. Parce que, comme a dit tout à l'heure le doyen, c'est le doyen, je ne sais pas qui a dit ça, que on parle d'aristocratie dans un pays où les gens trouvent à peine à manger, où les gars boivent encore de l'eau dans la boue. On est à Cotonou où il y a des écoles qui sont encore sans toit et sans fenêtres. Et pourtant, il y a des personnes qui se promènent et qui disent que le Bénin est développé. Parce que même les notions les plus élémentaires en matière de développement, ils refusent de reconnaître. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, quand vous entendez parler, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous avez vraiment été à l'école dans votre vie. Vous vous posez la question de savoir est-ce que vous n'êtes pas perdu. Parce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. On peut se lever comme ça et foutre par terre tout le destin d'un pays. Il y a quelqu'un qui a expliqué tout à l'heure, et c'est vrai, on fait des routes parce que avec les routes, on peut faire de la surfacturation quand nous connaissons dans les conditions dans lesquelles on va lever les fonds pour construire ces infrastructures, quand nous savons les conditions dans lesquelles on fait les passations de marché, et qu'on peut se facturer une route à 10 fois, 15 fois le prix du kilomètre de route comparé aux autres pays de la sous-région, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a personne qui interroge, il n'y a personne. Mais je voulais attirer leur attention, ils se trompent. Je lisais aujourd'hui que il existerait comment on appelle, des avocats qui ont lancé des plaintes contre Macky Sall qui a quitté le pouvoir depuis 2 ans. Et qu'il peut y avoir des problèmes sur le plan international très bientôt. Et que ceux-là qui pensent qu'ils sont en train d'agir aujourd'hui contre le peuple béninois en toute impunité, ils se trompent. Ils se trompent parce que ça peut les rattraper. Parfaitement, ça peut les rattraper. Il y a des vies qui sont en jeu, il y a des personnes qui perdent leur vie.
Il y a des gens qui ont disparu. Est-ce que vous savez qu'au Bénin, il y a des personnes qui ont disparu? On parle de d'Anivor, l'histoire de Danivor. Pour ce que moi je sais, le Danivor, c'est quelqu'un qui s'opposait à cette fameuse affaire de Bénin Contrôle de PVI. Donc, s'il a disparu, les deux complices, Patrice Talon et Yahya Bonnet, ils en savent quelque chose. Mais aujourd'hui, Patrice Talon est en position de force pour imposer ce qu'il veut. Nous n'avons plus de justice. La justice est privatisée, tout est privatisé. On peut faire dire à notre justice ce qu'elle veut. On a eu des dossiers qui ont été jugés et ramenés au tribunal pour recondamner des gens au Bénin. Au Bénin, qu'est-ce qui n'est pas possible? On peut être en pleine élection et arrêter la campagne, retourner à l'Assemblée pour aller voter une loi juste pour adapter ça à la campagne. On peut tout faire au Bénin aujourd'hui. Donc moi, c'est le contraire qui m'aurait étonné qu'on dise que Yahya Bonnet veuille aujourd'hui siéger au Sénat. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il ferait? J'avais déjà dit que si vous voulez, si il va là-bas, il n'y a même pas de chaise pour s'asseoir. Même s'il faut s'asseoir par terre, il va s'asseoir par terre en attendant qu'il vienne. Il sera parmi les premiers. Ne vous faisons aucune illusion. Seulement, c'est que nous avons plusieurs générations qui sont en train d'être sacrifiées. Ils ont pris un dispositif aujourd'hui pour que le Bénin, le destin de la jeunesse, le destin des Béninois soit dans la main de ceux-là qui ont vécu, comme disait tantôt quelqu'un, toute leur vie, ils ont vécu au crochet du trésor. Il y a des gens qui, avant même qu'ils ne quittent l'école, ils avaient déjà des fonctions qui les attendaient. J'ai entendu parler des vieux qui disent qu'ils ne savent pas comment on paye une facture d'électricité et d'eau. C'est eux-là qui veulent prendre la décision sur le destin des jeunes. C'est juste impossible. Donc vraiment, j'aurais voulu développer plus que ça, mais monsieur Jossou, vous voyez, j'ai mon téléphone qui sonne parce que j'ai une réunion très importante. Je vais pas me déconnecter, je vais rester là. S'il faut, je vais revenir pour reprendre la parole. Je vous remercie.